Bonjour, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Je me présente, maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, je vous parle de l'IFI et de la préparation de l'IFI pour 2023. Quelles sont les questions à se poser pour évaluer l'IFI? On va donc commencer par les caractéristiques de l'impôt sur la fortune immobilière. L'impôt sur la fortune immobilière a remplacé au 1er janvier 2018 l'impôt sur la fortune. Pourtant, les règles d'imposition sont similaires. Il s'agit de déterminer le patrimoine net taxable au 1er janvier de l'année. Donc, l'IFI est basé sur le montant du patrimoine immobilier taxable, on va pouvoir le définir tout à l'heure, diminué de certaines dettes. On a un seuil de déclenchement identique à celui de l'impôt sur la fortune. On est redevable de l'IFI si l'actif net dépasse 1 300 000 euros. Et puis, on a aussi un barème similaire. Et ça, c'est la petite originalité, puisque je viens de vous expliquer que le seuil de déclenchement était à 1 300 000 euros, mais on calcule l'impôt à partir de 800 000 euros à 0,5%, et on va comme ça monter jusqu'à un taux d'imposition de 1,5%. Ce qui est important de comprendre, c'est que avec l'IFI, on a une similarité avec l'impôt sur la fortune, mais en réalité, on change tout. On change tout parce que on va pouvoir mettre en place des stratégies fiscales qui n'existaient pas avec l'impôt sur la fortune, puisque l'impôt sur la fortune rassemblait la totalité du patrimoine. Et puis aussi, ça rend beaucoup plus difficile pour l'administration fiscale le suivi de la cohérence d'une année sur l'autre. Je prends un exemple. Vous aviez un bien qui pouvait être sous-évalué, vous le vendiez, vous aviez un écart de 200 000 euros. L'année d'après, on voyait ces 200 000 euros apparaître dans votre déclaration d'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, vous pourriez, d'une année sur l'autre, ne plus être à l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que vous avez une résidence principale, vous êtes à la limite du seuil d'imposition, et puis vous achetez une résidence secondaire, vous allez passer au-dessus. Et puis vous vendez votre résidence secondaire, vous allez passer en dessous. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur un impôt très technique, et ça, c'est sûrement l'évolution de l'impôt sur la fortune à l'impôt sur la fortune immobilière, avec quand même au niveau de l'équité fiscale, il faut savoir qu'on a quasiment les 2 tiers de l'impôt sur la fortune qui ont disparu parce que maintenant on ne regarde que l'immobilier et que le patrimoine en France est composé quand même à hauteur de 60% de non-immobilier dans les foyers fiscaux. Et donc on a vraiment une diminution de la masse et ce que rapporte cet impôt. Alors, c'est un peu surprenant, mais vous auriez un contrat d'assurance vie à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même millions, eh ben, il ne va pas être taxé. Pour autant, votre résidence principale, votre résidence secondaire ou le bien immobilier que vous donnez en location, lui, va être taxé. Donc, on a aujourd'hui une déclaration qui est beaucoup plus détaillée et avec des contrôles plus fréquents. Du coup, il faut savoir où que faire et ce qu'attend l'administration fiscale pour un peu parer et se défendre par avance. Alors, lorsqu'on parle d'actifs nets taxables au 1er janvier de l'année, ça veut dire qu'il va falloir que vous prépariez, souvent sur un fichier Excel, nous on demande et on le fait pour tous nos clients, le détail des biens. Dans l'IFI, on va avoir les biens et droits immobiliers, c'est-à-dire que vous avez un bien immobilier que vous détenez en direct, alors soit au sein du foyer familial et fiscal avec votre épouse, soit parce que ça résulte d'une succession avec des frères ou sœurs, ou même avec un de vos parents qui est encore en vie. Et puis, on va avoir après des parts ou actions de société à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers. Et puis surtout, on regarde la quote-part aussi que vous avez dans le capital. Ce qui est important, c'est que dans l'actif taxable au 1er janvier, on n'a pas uniquement la pierre, on a aussi ce qu'on appelle la pierre papier. Donc, on a les parts de SCI, de SCPI, et aussi, il faut faire attention, dans les contrats d'assurance vie,
la valeur de rachat des unités de compte immobilières qui peuvent être soumises et rentrer dans ce mécanisme-là. Dernière précision, et vous le comprendrez mieux tout à l'heure lorsqu'on parlera des biens professionnels, on n'a pas de notion de prépondérance immobilière. Là, on a un effet mécanique qui est totalement différent, quel que soit le pourcentage, et c'est notamment ce qu'on expliquait avec la fraction de la valeur représentative de biens immobiliers, on va déclarer. Auparavant, dans l'IFI, on regardait la notion de prépondérance immobilière. Là, on va aller directement déclarer. Alors, la valeur taxable au 1er janvier de l'année. On est censé aller chercher la valeur vénale des actifs immobiliers ou des parts au 1er janvier. Donc, quelques conseils. Le plus facile, la résidence principale, on a un abattement forfaitaire de 30%. C'est connu, c'est même dans les notices explicatives de l'administration fiscale et on a une colonne particulière. Puis on a les autres biens qui vont nécessiter une analyse. Par exemple, vous avez un studio que vous donnez en location nue ou même en location meublée. On sait qu'un bien occupé, possiblement, se vend entre 20 et 25% moins cher qu'un bien non occupé. Ce sont les statistiques des notaires. Donc, on peut effectivement déclarer, aller enlever un abattement de 20% parce qu'il est loué. Alors attention, on fait ça pour l'habitation. Pour les locaux commerciaux, c'est quand même très différent, puisqu'on va souvent aller chercher la valeur de rendement en fonction du loyer que l'on encaisse et de la valeur patrimoniale par rapport à l'emplacement et la valeur du bien intrinsèque. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer la valeur. Alors, le plus compliqué est souvent de regarder la valeur au mètre carré d'un bien immobilier. Alors, on pourrait croire que Paris, c'est relativement facile parce qu'aujourd'hui, on a des sites Internet et on connaît tout. Bah, il y a certains éléments. Un appartement situé au rez-de-chaussée n'a pas la même valeur qu'au 3e étage, ni le 1er étage par rapport à un 5e. Donc, on a des étages qui sont plus nobles que d'autres. Plus un appartement est grand, plus il va quand même avoir tendance à se décoter au regard de sa superficie. Et le conseil que je ferai, c'est aussi lorsqu'on évalue le bien immobilier, le faire en fonction de la valeur d'achat et tous les ans. Ça n'a aucun sens de ne pas bouger la valeur d'un bien immobilier pendant 5, 6 ans ou 10 ans. Parce que nous, on arrive chez nous en nous disant, ben voilà ma déclaration d'impôt sur la fortune, et entre ce qu'on peut conseiller à notre client et ce qui a été fait, on a des écarts sensibles qui constituent souvent des risques fiscaux. Ça ne veut pas dire qu'on va aller surévaluer un bien, mais il y a une juste évaluation et il va falloir aller tirer parti d'éléments intrinsèques qu'on peut avoir au niveau soit juridique parce qu'il existe certaines contraintes sur le bien, parce que la superficie, parce que le bien a des défauts. Donc, il faut rentrer dans une véritable analyse. L'analyse basique est quand même de partir du prix d'acquisition et de ne pas faire quelque chose qu'on retrouve souvent, qui est de dire, tiens, j'ai pris le prix au mètre carré publié dans l'Express ou Le Point au 1er janvier de l'année, je l'ai multiplié par ma superficie. Ça, ce n'est pas du tout adapté. Donc, valeur vénale, c'est le vrai sujet. Il faut, d'une année sur l'autre, noter pourquoi on a fait varier, à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui 2023 est plutôt à la baisse par rapport à 2022, mais il faut pouvoir le justifier. Or, je vous rappelle qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière, la prescription de base est de 3 ans, si on a bien renseigné toute la déclaration, et puis si on n'a pas bien renseigné toute la déclaration, ou même si on n'a pas fait de déclaration, on est à une prescription de 6 ans. Et 6 ans, c'est long. Donc, on vient de voir comment on peut essayer de déterminer la valeur au 1er janvier de l'année au regard d'actifs immobiliers. Après, on a un sujet, ce sont les titres de société, les titres de société cotés. Alors là, on est plus libre, puisqu'on va avoir le droit de prendre la valeur soit au 31 décembre,
soit la moyenne des derniers cours. Alors souvent, on parle de la moyenne des 30 derniers jours pour pouvoir aller chercher les éléments. Et puis, pour tous les titres, cotés ou non, on a un élément supplémentaire, c'est qu'on peut avoir à l'intérieur des sociétés immobilières. Et donc, on va aller chercher la fraction de la valeur représentative des biens ou droits immobiliers. Alors ça, c'est extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose qui est plutôt qui est nouveau avec l'impôt sur la fortune immobilière. On ne pratiquait pas du tout de cette manière lorsqu'on était à l'impôt sur la fortune classique, ancienne version. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir un organigramme, même si on n'est pas obligatoirement dans un groupe avec beaucoup de sociétés, et bien connaître les éléments bilanciels pour pouvoir déterminer quelle est la quote-part. Là, on rentre quand même sur un sujet les plus compliqués lorsqu'on rentre dans les sociétés. Alors, c'est aussi la source de beaucoup de contentieux parce que rares sont les personnes qui regardent ces points-là et se disent, de toute façon, c'est tellement bien caché que l'administration n'ira pas chercher. Donc, attention. Élément important à regarder, les exonérations liées à l'immobilier professionnel. Donc, on en a 4. Alors, immobilier détenu par une entité opérationnelle dont le foyer détient moins de 10%. Ça veut dire que vous avez des parts dans une société familiale, mais que vous avez moins de 10%, donc on ne va pas venir vous demander d'aller chercher et d'aller déterminer quelle est la quote-part immobilière. Autre élément, c'est que vous avez de l'immobilier détenu par une entité opérationnelle et affecté à son activité opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez une chaîne de magasins et vous êtes propriétaire de certains murs de magasins. Ils sont affectés à l'activité, donc on ne tient pas compte de la valeur de ces biens immobiliers. Puis, on a autre cas, l'immobilier détenu directement ou indirectement par une entité opérationnelle, détenu directement ou indirectement par le contribuable et affecté à l'activité de cette entité ou d'une entité contrôlée. Alors là moi, je vois de quoi je veux parler. Je ne suis pas sûr que chaque personne, en lisant ça. Donc là, on est vraiment dans des cas très particuliers, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'immobilier professionnel, lorsque c'est affecté à une véritable activité, normalement, on n'a pas lieu de le déclarer. Et puis, on a le dernier cas qui est le cas basique, qui existait déjà au moment de l'ISF, c'est l'immobilier détenu directement ou indirectement affecté à l'activité principale de la société de personnes où vous exercez votre activité. Cas typique du médecin qui est propriétaire des murs de son cabinet où il exerce. Alors, on peut être aussi bien sur des activités de société de personnes à l'impôt sur le revenu que sur des sociétés soumises à l'IS. Donc, on reprend les éléments, on a dit comment on pouvait évaluer au 1er janvier, qu'on avait un certain nombre d'exonérations liées, toutes les exonérations sont liées à l'immobilier professionnel, et puis on a du passif. Parce que, rappelez-vous, on parle de quoi à l'impôt sur la fortune? On parle du patrimoine net taxable. Net, ça veut dire qu'on va déduire le passif. Alors, vous allez voir qu'on a différents passifs. Et tout passif n'est pas déductible. Donc, également dans la préparation de l'impôt, bien voir ce qui est déductible, ce qui n'est potentiellement pas déductible, et éventuellement demander conseil, et puis ce qui n'est pas du tout déductible. Alors, les dettes déductibles, basiquement, ce sont les dettes contractées par le redevable qui ont été supportées par lui et afférentes aux biens imposables.
mais uniquement lorsque ça concerne l'acquisition, la réparation, l'entretien, l'amélioration et les impositions. Alors, la dette, c'est vous avez au 1er janvier une facture importante parce que vous refaites le toit de votre résidence, que ce soit en copropriété ou personnellement. Eh ben, on va pouvoir prendre les sommes restant à payer au 1er janvier de l'année. On va pouvoir, vous avez des droits de succession à payer parce que il y a eu un décès au cours de l'année et qu'au 1er janvier, ce n'est pas encore résolu. Vous avez le droit de déduire ces droits de succession qui n'ont pas encore été payés, notamment lorsque vous demandez l'échelonnement. Alors, après, on a les dettes déductibles sous condition de justifier du caractère normal des conditions du prêt. À partir du moment où on est sur des conditions normales au niveau du prêt, on va pouvoir déduire de la valeur du bien immobilier. Alors, ce qu'on déduit lorsqu'on a un prêt sur capital restant dû, ben, c'est le capital restant dû et l'assurance que vous aurez à supporter. Sur les dettes partiellement déductibles, on a deux éléments importants qui sont nouveaux avec l'IFI. On a les prêts in fine. Alors attention, les prêts in fine, et parce que le législateur a voulu éviter les montages d'optimisation fiscale, on les déduit de manière limitée. Donc, on va regarder le nombre d'années restantes sur la durée du prêt, c'est 7 quotes-parts du prêt qu'on pourra déduire. Et puis, autre nouveauté, il a été décidé de plafonner artificiellement la déduction des dettes lorsque le patrimoine est supérieur à 5 millions d'euros. Et donc, on plafonne à excédant 60% de l'actif brut à la moitié de cet excédent. Donc, là, on a un calcul à faire. Ce n'est pas si facile à calculer parce qu'on n'est pas toujours dans des cas évidents, mais on a un plafonnement à réaliser. Donc, ça veut dire que la déduction, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir déduire le vrai passif. Puis, il y a des dettes qui ne sont pas prises en compte. C'est les dettes pour l'acquisition dans un but principalement fiscal d'un bien immobilier, notamment ce qu'on appelle les ventes à soi-même. Donc, si vous vendez un bien à vous-même et qu'il y a de la dette, elle ne sera pas déductible parce que le fait que ça passe de votre main gauche à votre main droite, on considère que vous ne pouvez pas déduire les sommes. Le vrai sujet sur le passif, on en a parlé tout à l'heure sur les prêts, c'est quand même sur la valeur des parts de sociétés civiles immobilières et notamment les comptes courants. Les comptes courants avec l'IFI sont déductibles, mais ils sont déductibles à partir du moment où ils n'ont pas un but principalement fiscal. Alors pour le vérifier, on a une méthode un peu simple qui est de se dire, est-ce que je me suis substitué à une banque ou non? Si vous avez décidé dans une société de payer cash une acquisition, effectivement, ce compte courant est déductible, surtout si ce bien est destiné à être donné en location. Maintenant, si ce bien est occupé en résidence principale ou même en résidence secondaire, vous aurez beaucoup de mal à faire croire que le but n'était pas principalement fiscal. Parce qu'on peut avoir un but, notamment au regard d'une transmission, de permettre une transmission, mais le but sera principalement fiscal parce que ça sera un moyen d'éluder l'impôt sur la fortune. Voilà. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, l'IFI, bien déterminer la base taxable, regarder les exonérations dont vous pouvez bénéficier, le passif à déduire qui n'est pas tout passif et n'importe quel passif, et vous aurez une cohérence qui évitera d'avoir des contrôles. Honnêtement, avec l'IFI, on a beaucoup de vérifications. C'est plutôt strict. Donc, on peut optimiser, avoir des raisonnements fiscaux. Il y a des moyens de limiter cet impôt, mais
Il ne faut pas aller basiquement déclarer un bien avec un prix au mètre carré de 5 000 euros si dans le quartier vous êtes à 10 000 euros. Ça, c'est ce qui se voit le plus facilement pour l'administration fiscale. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec le cabinet CBA. Merci, bonne journée, au revoir.